Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Je vois que le sujet du chiffrement intéresse tout le monde. C'est bien ça, donc c'est ce qu'on recommande à nos clients. Justement, le titre de la session aujourd'hui, c'est si on chiffrait tout, vraiment tout. Donc, on va parler de chiffrement sur AWS. On va parler du chiffrement qu'on recommande à nos clients. Et quand on parle de chiffrement sur AWS, on parle de chiffrement. Hop, bien sûr, ça marche pas. En transit et au repos. Donc on va voir les deux points, le chiffrement en transit et le chiffrement au repos. Commençons par le chiffrement en transit, ou ce qu'on peut dire c'est la protection de données en transit. Alors quand on parle de protection de données, on commencera tout d'abord de parler par les endpoints AWS. Donc, comme vous pouvez le savoir, tout ce que vous faites sur AWS, tout ce que vous faites sur la console AWS, tout ce que vous faites par la CLI AWS, la ligne de commande, ou par les SDK, passe par des API. Ces API-là, elles vont s'adresser à ce qu'on appelle des endpoints. Alors, première bonne nouvelle, les endpoints AWS sont en HTTPS. Donc à partir de là, bon, il n'y a rien à faire, ils sont en HTTPS, donc on a du chiffrement en transit avec du HTTPS. Ça, bien sûr, il reste du travail à faire de votre côté et ça va commencer par la partie réseau, la connectivité vers AWS. Comment je vais me connecter à AWS d'une manière sécurisée. Alors, on a plusieurs moyens de se connecter sur AWS. On a le Direct Connect, qui est un lien spécialisé entre vos data centers et AWS. On a la possibilité de faire du VPN IPsec. Et on a d'ailleurs, depuis reInvent, on a la possibilité de faire du VPN Remote Access. Pour ceux qui ne savent pas, on peut avoir du VPN Remote Access. On verra justement la partie Managed VPN. Donc, ce qu'on vous recommande d'avoir, c'est d'avoir un tunnel que vous construisez soit avec la solution Managed AWS, soit si vous utilisez un lien Direct Connect entre AWS et vos data centers, justement d'utiliser aussi un VPN à travers ce Direct Connect. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, tout ce qui est communication protocolaire, on vous recommande de faire du TLS. C'est un standard, pareil, on vous recommande de le faire. Et pour justement faciliter l'utilisation du TLS, on a un service qui s'appelle AWS ACM, qu'on verra justement par la suite, qui vous permet de gérer les certificats que vous allez utiliser sur le TLS. Donc commençons par la partie VPN. Alors pour la partie VPN, on a la possibilité de le faire de plusieurs manières. Le premier qui est le plus simple, c'est d'utiliser du Managed VPN. Quand on parle de Managed VPN, quand vous allez construire un VPN IPsec, il y a deux terminaisons VPN. Donc il y a la vôtre, sur par exemple vos firewalls ou vos terminaisons VPN, et il y a de notre côté. Alors ça sera managé de notre côté. Donc nous, on va mettre en place des terminaisons VPN hautement disponibles sur les régions AWS. Quand on parle de hautement disponibles, pour ceux qui ne connaissent pas les régions AWS, elles sont composées de zones de disponibilité qui sont distantes de plusieurs kilomètres pour avoir qui ont des profils de risque séparés, pour avoir des zones d'échec séparées, donc d'une manière à ce que s'il y a une zone de disponibilité qui tombe, elle n'affecte pas les autres zones de disponibilité. Dans le cas du Managed VPN, on va mettre des terminaisons VPN sur deux zones de disponibilité séparées, d'une telle manière à avoir de la haute disponibilité de notre côté. Puis après, bien sûr, on va gérer d'autres choses comme le patch, comme les services lui-même, ainsi de suite. Donc on va gérer pour vous cette partie-là, et quand vous construisez un VPN IPsec entre vos terminaisons VPN et AWS, nous, ce qu'on va construire par défaut, c'est deux tunnels à ça qui vont aller dans chaque terminaison VPN. Ce qu'on vous demande de faire, bien sûr, de votre côté, c'est de faire la même chose, c'est d'avoir de la haute disponibilité et de créer, bien sûr, une terminaison VPN sur chaque terminaison de votre côté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Managed VPN par AWS. C'est plus simple, vous pouvez y accéder, vous pouvez l'utiliser dans toutes les régions AWS. La deuxième possibilité d'avoir, c'est ce qu'on appelle le VPN Cloud Hub. Alors c'est une extension, on va dire, du Managed VPN, ce qui vous permettra de construire plusieurs VPN qui vont remonter sur les mêmes composants qu'on va appeler de notre côté des Virtual Gateway. Et à partir de là, vous allez avoir une sorte de Cloud Hub. Vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez router plusieurs VPN entre vos data centers, ou même à l'intérieur d'AWS entre plusieurs composants qui font des terminaisons VPN sur AWS. Il y a un dernier que vous ne voyez pas ici, c'est la Transit Gateway, qui est un composant qu'on a ajouté justement depuis reInvent l'année dernière, qui permet d'avoir un routeur central, qui permet de gérer toute la partie réseau, donc toute la partie connectivité réseau vers AWS et en interne entre les différents VPC sur AWS. Lui, pareil, il peut faire office de terminaison VPN IPsec sur AWS. Et le troisième que vous voyez aussi, c'est ce qu'on appelle le software VPN. L'idée ici, c'est de partir avec des third parties que vous pouvez trouver sur la marketplace AWS, où vous allez trouver des partenaires qui peuvent vous donner des
des softwares que vous connaissez, je parle de, par exemple, firewall comme Checkpoint, Fortinet, Palo Alto ou autres, qui proposent des services et qui vous proposent ces softwares. Et donc là, vous allez les installer sur des instances OC2, donc les machines virtuelles, et à partir de là, vous allez construire votre propre VPN IPsec avec ces outils-là, que vous managez peut-être déjà en premise sur vos data centers et que vous voulez avoir la même expérience sur AWS. Donc vous pouvez le faire aussi avec ces services, avec ces third parties que vous trouverez sur AWS. Et de cette manière, vous gérez vous-même, par contre, les instances, vous gérez vous-même les terminaisons VPN de votre côté. Okay. Et bien sûr, de la même manière, ce qu'on vous recommande d'avoir quand on parle de production, c'est d'avoir de la haute disponibilité, donc au minimum 2 instances qui tournent sur 2 zones de disponibilité différentes pour assurer la haute disponibilité quand on fait du third-party VPN. Okay. Donc ça, c'est le VPN. La deuxième partie, c'est ce que je vous disais par rapport à AWS Certificate Manager. Alors, AWS Certificate Manager, c'est un service AWS qui vous facilite le provisionnement, la gestion, le déploiement et le renouvellement de certificats sur AWS. C'est un service qui répond à des problématiques simples qu'on voit chez nos clients quand ils ont un parc où il y a énormément de terminaisons SSL et ça devient un peu plus compliqué quand on a des systèmes distribués. L'idée derrière ACM, c'est de vous justement simplifier la gestion de ces certificats sur AWS. Donc, il vous permettra de créer ces certificats-là, de les renouveler et de les utiliser sur les services AWS. Donc, les avantages, on vient de les citer. D'abord, générer des certificats SSL TLS. On a 2 types de certificats TLS qu'on va gérer ici. On a des certificats publics et privés. D'accord ? Publics, vous pouvez les utiliser sur CloudFront, qui est notre service CDN, sur API Gateway pour gérer vos API, et sur les load balancers. Tout type de load balancer, les classiques load balancers, les applications load balancers et les network load balancers maintenant. Donc vous avez la possibilité, ACM, il gère pour vous, il génère les certificats. Vous pouvez importer vos propres certificats publics si vous avez des certificats publics qui existent et que vous voulez réutiliser parce que vous avez votre propre autorité de certification. Vous pouvez les importer et les utiliser sur AWS. Bien sûr, si vous les importez, il faut vous-même gérer cette partie-là. Autrement, c'est AWS qui va gérer pour vous la gestion, le renouvellement, surtout le renouvellement parce que c'est un peu compliqué de le faire à l'échelle. Il faut avoir des monitorings, il faut savoir à quel moment il y a le certificat qui expire, ainsi de suite. Là, ACM permet de le faire à l'échelle pour vous, gratuitement, quand il s'agit de certificats publics sur AWS. Donc le premier, c'est les certificats publics. Le deuxième, c'est les certificats privés. Si vous voulez avoir une autorité de certification privée, une sorte de PKI que vous allez gérer sur AWS, vous avez la possibilité de le faire. À partir de là, vous pouvez générer des certificats pour des machines virtuelles sur des instances OC2 sur AWS ou pour des instances ou pour du machine virtuelle qui existe en prémisse pour vous. Ou même si demain vous avez une flotte d'objets IoT sur lesquels il y a des certificats, on peut aussi, pareil, les gérer avec ACM sur cette partie privée. Okay. Donc l'idée, c'est de pouvoir le faire et de pouvoir l'utiliser. On le fait à l'échelle. La tarification est à la demande quand il s'agit de certificats privés. Contrairement aux certificats publics, on a dit que c'était gratuit. Donc quand il s'agit de certificats privés, il y a un coût et c'est une tarification à la demande. D'ailleurs, la plupart des services AWS, c'est une tarification à la demande. J'ai parlé du manager de VPN tout à l'heure. C'est pareil, c'est une tarification à l'heure. Donc c'est à la demande. Quand vous utilisez, vous payez. Quand vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Donc là, ça vous permet d'avoir une flexibilité, d'avoir de l'agilité. Pour vous développeurs, ça devient juste un clic simple qu'on va faire. Donc à partir de là, ils n'ont plus le choix. Ils vont utiliser ACM pour justement mettre en place du TLS directement sur leur load balancer, sur leur CloudFront, sur leur API Gateway. Donc ça, c'est ACM et ça, c'est la partie, on va dire, protection en transit. Alors, si on va maintenant sur la protection de données au repos, alors, quand on parle de protection de données au repos, on va avoir quelques primitifs au départ. Alors, la première qui est comment on fait du chiffrement au repos. Donc, c'est une primitive, comment on fait le chiffrement au repos. Alors, on commence d'abord par générer une clé symétrique. Ce qui arrive assez souvent, on commence par générer une clé symétrique. Cette clé symétrique, on va l'utiliser pour chiffrer des données en clair, et donc on aura des données qui seront chiffrées. Ces données-là, on va les stocker quelque part. Elles seront stockées, chiffrées. Alors maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que je vais faire de ma clé symétrique? Parce que la donnée était importante, là, la clé, elle devient importante, voire plus importante. Parfois, il y a des clients qui utilisent la même clé pour chiffrer plusieurs données. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je fais de ma clé de données? La réponse est, je vais utiliser ce qu'on appelle une master key, et je vais utiliser cette master key pour chiffrer cette clé symétrique. Après, je vais stocker, bien sûr, cette clé chiffrée. Alors maintenant, hop, vous imaginez, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire de la clé maître?
On va la chiffrer avec une autre clé, on va chiffrer cette clé avec une autre clé, avec une autre clé. Bon, bref. À un moment donné, on va s'arrêter, on va se dire, bon, c'est la clé maître, il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est d'utiliser des infrastructures de gestion de clés, derrière lesquelles on va trouver des HSM ou des Hardware Security Modules. C'est le standard du marché pour justement protéger vos clés qui servent au chiffrement de vos données. Et pour cela, AWS vous simplifie justement. L'idée derrière, c'est que nous, on part du principe que la sécurité est notre première priorité et ça doit être aussi la première priorité pour les clients. Donc, on essaie de simplifier au maximum la sécurité et l'accès à la sécurité en respectant les standards les plus élevés. Alors pour cela, on va commencer par un service qui s'appelle AWS KMS, Key Management Service. Alors, AWS Key Management Service, c'est un service qui est managé, donc qui est géré par AWS. Il vous simplifie la création, le contrôle, la rotation, la suppression et l'utilisation de ces clés-là à l'échelle sur AWS. Donc c'est AWS qui gère tout ça pour vous. Il est intégré à plus de 50 services sur AWS. Donc l'usage, et on va faire justement une démo par la suite, vous allez voir, l'usage de ces clés devient simple et puissant. On respecte les standards de sécurité les plus élevés. Vous pouvez voir, c'est certifié FIPS 140-2 Level 2. Il est certifié SOC 1 et 2, PCI DSS, ISO 27017, ISO 27018, BAF. Il répond aux standards de sécurité les plus élevés. Et vous pouvez d'ailleurs récupérer ces certificats sur un service qui s'appelle AWS Artifact, qui vous permet justement de récupérer ces certifications-là si vous souhaitez les consulter. Donc là, on peut les récupérer, on peut avoir ces certificats-là. Il est auditable, c'est très important, via CloudTrail. CloudTrail, pour ceux qui ne connaissent pas et qui travaillent dans la sécurité, c'est un service qui adore les ciseaux, qui adore les mecs de la sécurité. Ça vous permet de loguer la majorité des appels API sur AWS. Et quand il s'agit de KMS, il vous permet de loguer justement qui a fait une opération, quel est le type d'opération, est-ce que c'est du chiffrement, déchiffrement, à partir de quel IP il l'a fait, quelle était la ressource qui était concernée, sur laquelle on a fait une opération de chiffrement, déchiffrement. Il vous donne les informations nécessaires pour avoir un audit, pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qui a utilisé mes clés, à quel moment et de quelle manière. Et d'ailleurs, on peut, bien sûr, en même temps qu'on fait ça, on peut donner des droits à des utilisateurs pour justement prendre une action de chiffrement. Un autre pour prendre une action de déchiffrement, un autre pour juste lire les données sans avoir accès récupérer les données, mais demander un rôle pour justement déchiffrer ces clés-là. Donc on peut être granulaire par rapport à ce qu'on va utiliser, comment on va utiliser ces clés-là sur AWS. On parle de haute disponibilité sur la région, donc première chose très importante, les clés, elles sont gérées dans une région AWS. On a 20 régions dans le monde, quand il s'agit de KMS, les clés restent dans la région où elles sont. D'ailleurs, même chose pour les données d'une manière générale, c'est ce qu'on vous dit. La donnée AWS reste quand vous la stockez sur une région particulière. Si on prend par exemple la région de Paris, si vous mettez vos données sur la région de Paris, elles restent sur la région de Paris. On ne les sort pas de la région de Paris. On vous donne les moyens, bien sûr, de le faire. Si vous souhaitez copier vos données d'une région vers une autre, vous pouvez le faire. D'accord ? KMS, c'est les données, les clés restent dans la région. Elles ne sortent pas de la région. D'accord ? Et il y a des HSM derrière, justement on verra un schéma d'architecture par rapport à KMS par la suite. Il y a des HSM derrière qui permettent de stocker d'une manière sécurisée les clés que vous mettez sur KMS. Alors, on a parlé de KMS, donc on a parlé de primitif de chiffrement de données. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette primitive de chiffrement de données. KMS ne va pas servir à chiffrer et déchiffrer les données. KMS, ce qu'il va faire, il va stocker pour vous les clés maîtres. D'accord ? Il va générer ce qu'on appelle les data keys et il va vous permettre justement d'utiliser ces data keys. Donc là, on voit des services comme S3, comme EBS, comme Redshift, comme d'autres ou des custom applications. L'idée ici, c'est qu'on va pouvoir, S3, par exemple, si vous stockez un objet sur S3, S3 c'est notre service de stockage de données, il va demander une data key à KMS. Et il va chiffrer les données avec cette data key et après il va supprimer la data key. Parce qu'à un moment donné, il faut l'avoir en clair. Il va garder la copie chiffré. Et quand il va avoir besoin de déchiffrer l'objet, il va dire à KMS, tiens, voilà la data key qui est chiffrée, j'aimerais la déchiffrer. Et dans ce cas-là, il va demander à KMS de la déchiffrer. KMS va déchiffrer la clé donnée, ça s'appelle la data key, il va la renvoyer à S3. S3 va justement utiliser la clé en clair pour déchiffrer la donnée et vous la donner. Et après, il va supprimer cette data key. C'est pour ça que j'ai commencé par vous expliquer la primitive de ce qu'on appelle l'envelope encryption, comment on gère le chiffrement sur AWS. Alors vous voyez qu'il y a des avantages par rapport à ça. Et chaque objet, si on prend S3, chaque objet qui sera chiffré sur S3, il a sa propre data key.
Chaque volume disque qu'on va utiliser sur AWS pour attacher à une instance OC2, il a sa propre data key. D'accord? On va générer une data key par volume. Okay? D'ailleurs, quand on parle de chiffrement repos, on parle de chiffrement de données qui sont stockées sur le BS, les volumes, sur de l'objet, sur AS3, sur du fichier ou tout autre service qui peut stocker de la donnée sur AWS. D'ailleurs, bonne nouvelle à vous donner, 100% des services AWS qui stockent de la donnée, on peut les chiffrer. D'accord? Donc tous les services qui peuvent stocker de la donnée sur AWS, on peut les chiffrer. Et là, on parle de chiffrement au repos. Alors, je finirai juste par ça sur la partie KMS. Vous avez la possibilité d'exporter votre clé, de l'importer sur KMS. KMS, il peut générer les clés pour vous, il les génère pour vous, il gère le cycle de vie, donc la rotation, la suppression des clés là, mais vous avez aussi la possibilité d'importer vos clés depuis vos propres HSM. Je dis bien depuis vos propres HSM, c'est la recommandation qu'on vous donne. C'est que vous pouvez bien sûr générer votre clé à l'extérieur, mais si vous ne la stockez pas en sécurité sur un HSM ou sur une infrastructure de management de clés, ce n'est pas intéressant. Donc l'idée, c'est bien sûr de les garder et hop, on exporte sur AWS, on l'utilise pour chiffrer, déchiffrer et on peut supprimer la clé. Si on ne souhaite pas la garder, on peut le supprimer. Si demain j'ai besoin de récupérer les données, je fais la même chose. Donc vous voyez l'algorithme qui est là, je réimporte la clé, je l'utilise pour chiffrer, déchiffrer et après je la supprime. Donc c'est un mécanisme que les clients peuvent utiliser pour justement utiliser KMS pour le chiffrement, déchiffrement. Donc voilà KMS. Bon, KMS en 3 slides. Hein. KMS, on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais l'idée c'est de voir justement comment on peut accéder au chiffrement rapidement avec les standards les plus élevés du marché par rapport à la sécurité. Alors le deuxième service par rapport au chiffrement dont j'aimerais vous parler, c'est Cloud HSM. Alors Cloud HSM, on monte en gamme sur pas mal de choses. Déjà en termes de compliance, là on est FIPS 140-2 level 3. D'accord? Donc si vous avez des régulations, si vous avez des compliances qui vous demandent d'avoir ça, c'est le cas avec Cloud HSM. C'est des partitions physiques dédiées pour vous. KMS c'est un service multi-tenant, Cloud HSM c'est un single tenant. C'est des partitions physiques dédiées pour vous. D'accord? Il est géré par AWS. Ce qu'on gère par rapport à AWS, c'est le provisionnement, la haute disponibilité, le patching, le backup. Donc on va gérer tout ce qui est derrière, qui est vraiment quelque chose dont vous pouvez vous passer. Le reste, les clés, c'est votre propriété. Vous êtes les seuls à y accéder, que ce soit sur Cloud HSM, que ce soit sur KMS d'ailleurs. Là, vous avez créé sur Cloud HSM des crypto-users, des crypto-officers, vous allez rentrer dans le monde du HSM, vous avez créé le nécessaire, vous pouvez avoir des quorums d'authentification pour pouvoir utiliser les clés qui sont à l'intérieur, vous pouvez utiliser du MFA pour pouvoir autoriser les personnes à utiliser les clés qui sont à l'intérieur de Cloud HSM. Bref, vous avez la sécurité nécessaire pour gérer votre Cloud HSM, pour accéder à votre Cloud HSM. Alors, ce qui est intéressant, alors bien sûr, c'est une facturation à l'heure quand il s'agit de Cloud HSM. Alors, quelques fonctionnalités qui sont intéressantes. Chaque HSM, quand on parle de HSM ou Hardware Sécurité Module, on part avec une partition physique. Par contre, on peut monter jusqu'à 28 partitions physiques. Là, on parle de scalabilité. Là, on parle de HSM et on parle de scalabilité de HSM. Donc, si demain, vous avez une opération, peu importe, une promotion, des soldes, vous avez une opération, vous avez besoin de puissance par rapport aux opérations de chiffrement, déchiffrement, Cloud HSM vous permet de le faire d'une manière simple. Vous pouvez augmenter la capacité de votre Cloud HSM jusqu'à 28 partitions, ce qui vous permet d'avoir 28 000 opérations de chiffrement, déchiffrement sur Cloud HSM et de les réduire. Même, vous pouvez arriver à 0. Donc, vous avez juste gardez la configuration. Il y a 0. Vous faites un backup de vos clés qui seront justement chiffrées eux-mêmes et vous ne payez rien. D'accord? Donc là, vous payez peut-être juste le backup qui est lié à vos clés. À partir de là, si vous souhaitez avoir plus de HSM, vous augmentez le nombre de HSM et vous les réduisez. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir cette capacité-là de scalabilité sur HSM. Vous voyez quelques chiffres. Par exemple, on parle de combien de clés de stockage qu'on peut avoir, combien d'opérations symétriques et asymétriques qu'on peut avoir sur Cloud HSM. Alors ça, c'est Cloud HSM. Et le dernier de la famille, c'est la combinaison des deux. AWS Custom Key Store. Les clients nous ont demandé, KMS c'est puissant, Cloud HSM c'est puissant, on aimerait avoir les deux en même temps. KMS qui s'intègre à plus de 50 services sur AWS. L'idée est la suivante, on va utiliser AWS Key Management Services en frontal et derrière, les clés elles vont être stockées sur sur Cloud HSM. Pardon. L'idée est la suivante, voilà, donc ça c'est une architecture de KMS. D'accord? Donc vous avez des endpoints qui sont en face, donc ça c'est le frontal, et derrière il y a les HSM qui vont être utilisés justement
pour stocker vos clés maîtres. Okay, donc les clés maîtres, elles sont toujours sur ces HSM-là, elles ne sortent jamais, elles sont toujours là. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en parallèle, on avait les clouds HSM qui eux stockaient pareil les clés, hein, qu'on peut utiliser chaque service indépendamment. Et là, à partir de ce principe-là, on va, avec AWS Custom Key Store, utiliser juste les endpoints de KMS et les clés, elles vont être stockées derrière sur votre cloud HSM. Donc on a la possibilité d'utiliser KMS directement sur un service AWS et d'avoir Cloud HSM qui va stocker vos clés de chiffrement, déchiffrement sur AWS. Donc à partir de là, vous pouvez utiliser les deux pour pouvoir le faire. Okay, donc ça, c'est les trois possibilités qu'on peut avoir. Alors, quand on parle de chiffrement, on va se poser la question, où est-ce qu'on va chiffrer les données? Alors, pour pouvoir le faire, on a deux façons de le faire. Soit on fait côté client, on appelle de chiffrement côté client, et on verra justement juste après chiffrement côté serveur. Alors d'abord, chiffrement côté client, ça c'est un schéma d'architecture. Vous voyez, à gauche, il y a vos data centers. Okay. À droite, il y a AWS. Donc, à gauche, vous pouvez avoir votre infrastructure de gestion de clés, dans laquelle vous allez stocker vos clés de chiffrement. Et vous allez avoir sur AWS, pareil, soit avec KMS, soit avec Cloud HSM. Soit il y a une dernière possibilité, c'est de pouvoir utiliser des partenaires, comme on l'a vu sur les VPN managés. Les partenaires qui sont par exemple Vormetric, SafeNet, qui sont proposés par Thales ou Gemalto, que vous pouvez trouver sur la marketplace, que vous pouvez utiliser en software. Hein, donc ce sera du software qui va être sur des instances OC2 pour gérer vos clés de chiffrement, déchiffrement sur AWS. Donc ça, c'est aussi une autre possibilité. Alors si on prend ce use case-là, l'idée est la suivante. On a des données qui sont sur votre data center. Vous les avez ou sur des instances OC2 sur AWS. Donc là, côté client, on va chiffrer la donnée avant de la mettre sur un service AWS. Okay, donc on va la chiffrer avant. Pour pouvoir le faire, on va utiliser, si on veut utiliser KMS ou Cloud HSM, on vous fournit des SDK, on vous fournit des bibliothèques qui vous permettent d'interagir avec KMS pour chiffrer et déchiffrer vos données. Donc on va utiliser ça pour justement chiffrer les données avant de les envoyer sur AWS. Okay, donc avant de les envoyer, on va chiffrer la donnée et on va l'utiliser directement derrière. Et une composante importante quand on parle de chiffrement, c'est bien sûr où est-ce qu'on va stocker les données, la clé, les algorithmes de chiffrement et bien sûr la donnée. Okay, donc là, vous allez utiliser des algorithmes de chiffrement pour chiffrer vos données sur justement vos serveurs ici ou les utiliser sur AWS. Cloud HSM vous permet d'avoir des algorithmes de chiffrement directement. KMS, il ne fait pas de chiffrement directement sur le KMS, vous avez compris. Donc KMS vous permet de garder votre clé maître. Donc il faut avoir un algorithme de chiffrement utilisé à l'extérieur. Okay, donc ça il faut l'intégrer dans votre implémentation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement côté client. Le chiffrement côté serveur, c'est on va chiffrer la donnée une fois qu'on a sur AWS. Okay, donc une fois qu'on a sur le support de stockage, par exemple si on prend les trois supports de stockage qu'on a dit, objet, volume ou file, donc l'idée ici, le service reçoit la donnée, il la chiffre avec les clés, on a parlé de data key par exemple, il va la chiffrer avec la data key avant de la stocker au repos sur AWS. L'idée, pareil, c'est si je prends le cas de BS, l'exemple est le chiffrement se fait en sortie de votre instance OC2 au niveau d'hyperviseur, en sortie de la donnée est chiffrée avant qu'elle arrive sur EBS, sur les volumes disques chiffrés, elle va être stockée chiffrée. D'accord? Donc c'est le mécanisme qu'on utilise par exemple pour EBS. Alors on va faire une démo et on va justement revoir cette partie-là. Alors bien sûr la démo, hop, j'ai pris une vidéo, parce que sinon ça va nous... Donc là, ce que je vais faire d'abord, je vais générer une clé. Donc là, je vais utiliser AWS Key Management Service. Là, ce que vous voyez ici, c'est que KMS a une interface dédiée pour lui. Donc vous pouvez aussi l'utiliser sur IAM. Donc là, je vais créer une clé du démo pour le summit. Là, j'arrête rapidement la démo. Vous voyez, donc j'ai trois possibilités pour les clés. La première, c'est KMS qui va la générer. La deuxième, c'est ce que je vous disais, importer. Donc là, on va utiliser l'external. Donc là, il va créer une coquille vide. Donc il va créer pour vous ce qu'on appelle l'alias. Ça va être vide. Et vous allez importer votre clé. D'accord? Donc là, ou le dernier, c'est bien sûr le Key Custom Store avec Cloud HSM. Donc là, je vais récupérer je vais créer ma clé. Donc je vais lui donner un nom. Je vais garder KMS comme source de clé. Donc KMS va générer pour moi la clé maître et qu'on va utiliser par la suite pour le service. On peut taguer le service. Et là, on va choisir les key administrateurs. Alors, il y a deux types on va dire, d'utilisateurs pour KMS. Le premier, c'est les administrateurs, ceux qui vont gérer les clés. Donc, c'est eux qui vont donner les droits, c'est eux qui vont supprimer, c'est eux qui vont donner les droits à d'autres utilisateurs, ceux qui ont pouvoir sur les clés. Et les utilisateurs.
Okay, donc c'est les utilisateurs qui vont utiliser la clé. Donc on peut donner justement l'usage, on peut le donner soit à un utilisateur, ce qui est mon cas, Walid, ou bien on peut le donner à un rôle. Donc on peut affecter à un rôle. Okay, donc l'un ou l'autre. La bonne pratique, c'est de l'affecter à un rôle. Okay, et donc après, de donner un rôle à un utilisateur. C'était un petit peu rapide, mais en bas, on voyait Other AWS Account. Donc vous avez la possibilité de partager votre clé, de partager le droit d'utiliser votre clé avec un autre compte AWS que le compte principal. Donc ça vous permet d'avoir une certaine gouvernance de gestion de clés. Vous pouvez avoir un compte sur lequel vous allez gérer vos clés KMS et après vous déléguer ou vous donner le droit via des rôles à d'autres utilisateurs ou à d'autres comptes ou à d'autres utilisateurs dans d'autres comptes. Ce qui vous permet d'avoir un seul compte central sur lequel vous allez gérer vos clés et les autres vont être utilisés, ils vont les utiliser directement depuis ce compte-là. Donc là, on va générer à la fin une key policy. Alors pour ceux qui sont habitués à utiliser AWS, ça ressemble un peu au policy IAM. Donc là, on va avoir, c'est un document JSON sur lequel on va avoir des, là vous voyez, c'est des actions qu'on peut donner ou qu'on peut enlever à des utilisateurs. D'ailleurs, vous pouvez vous-même générer cette key policy et la modifier. D'accord ? Et vous pouvez l'utiliser directement. Alors, ceux qui connaissent AWS vont poser la question, est-ce qu'on peut utiliser IAM ? Oui, on peut utiliser IAM pour écrire une policy d'usage de vos clés. D'accord ? La bonne pratique, c'est de l'utiliser depuis la key policy, ce qu'on appelle la resource policy. On a IAM policy pour gérer les droits d'authentification sur AWS. Et on a aussi, quand il s'agit de KMS, on appelle key policy, mais on a ce qu'on appelle les resources policy. La bonne pratique, c'est d'utiliser les key policy. Mais vous pouvez faire un mix des deux, bien sûr, si vous souhaitez le faire. Donc voilà, il vient de nous créer une clé, on a appelé Demo Summit. Il a un ID de cette clé-là. Okay ? Ce qui est intéressant, c'est l'alias qu'on va utiliser. Parce que la clé, on va faire une rotation et on va voir que la clé, on ne va pas le faire pendant la démo, mais la clé, on peut avoir une rotation, donc on peut avoir un autre ID. Mais ce qui va servir pour votre donnée, c'est l'alias qu'on va utiliser. Okay ? Donc là, j'ai généré ma clé. Donc là, c'est la clé maître qui est sur mon HSM. Ce que je vais faire, je vais commencer par le chiffrement côté serveur. Donc je vais lancer une instance OC2. Je vais la lancer là on est sur la région de Paris. Donc je vais lancer une instance, j'ai pris une instance, une T2 micro. Donc là c'est la configuration réseau. Donc là je suis en train de lancer une instance pour ceux qui ne connaissent pas AWS. Et c'est là où j'aimerais vous montrer l'usage. Donc là j'ai ajouté des volumes. Alors EBS c'est Elastic Block Store, c'est les volumes disques qu'on va attacher aux instances OC2. Et c'est là où je vais choisir quelle est la clé qui va me servir à chiffrer mon volume au repos. Et là, hop, vous voyez, c'est juste à choisir la clé. Là, j'ai généré ma clé master. L'accès pour dire je veux chiffrer mon disque est aussi simple que ça. Je vais juste lui dire quelle est ma clé maître que je vais utiliser. Vous voyez, l'accès au chiffrement devient facile. Pour pouvoir le faire en premise, ça peut demander beaucoup d'intégration et ça peut être un peu plus compliqué. L'idée, c'est de le faire de cette manière-là. Là, je l'ai appliqué sur des serveurs SSD, je peux le faire aussi sur des serveurs, sur des disques magnétiques. Là, je viens de le faire sur des disques SSD. Donc là, je peux faire la même chose sur du magnétique. Bon, là, j'ai mis 100 Go, 500 Go, peu importe. L'idée est de le faire de cette manière. Il y a juste un point qui est important, qui revient assez souvent, c'est le root volume. Vous pouvez le voir en haut, on appelle not encrypted. Il n'est pas chiffré. On peut chiffrer le root volume. Pour chiffrer le root volume, il faut partir d'une Amazon Machine Image. Donc Amazon Machine Image, c'est le template initial qui vous permet de démarrer l'instance, qui lui-même doit être chiffré. Moi, si vous avez vu la démo juste avant, je suis parti d'une Amazon Machine Image qui était en clair, qui était proposée par AWS. L'idée pour pouvoir chiffrer le root volume, c'est une question qui revient souvent, il faut créer votre propre AMI, d'accord, qui doit être chiffré. Et à partir de là, quand vous démarrez votre instance avec cette AMI-là, le root volume aussi, il va être chiffré. Okay ? Donc on peut chiffrer et le root volume et les data volumes. Là, dans la démo, on a utilisé les data volumes. Donc là, à partir de là, je vais créer mes sécurités groupes, je vais faire mon tag, je vais faire le nécessaire. Bien sûr, là, j'ai été un peu plus rapide par rapport à l'usage que vous allez faire. Et une fois que j'ai fait, ben voilà, c'est fait. Donc là, je viens de lancer mon instance, j'ai choisi les clés SSH, et à partir de là, l'instance va démarrer, elle va être chiffrée. Donc là, elle va démarrer, elle va être chiffrée. On ne va pas plus loin, parce que là, c'est chiffré, il n'y a rien à faire. Maintenant, les données qui vont être stockés sur votre disque EBS, ils vont être chiffrés. Okay. Je vais faire la même chose pour la partie AS3. Donc là, on part sur AS3 et là, on va utiliser la même chose. Donc je vais créer un bucket sur la région de Paris. Donc je rappelle que les clés doivent être sur la région où vous allez utiliser, où vous allez chiffrer vos données. Donc là, je vais choisir la région de Paris. Je ne vais pas créer le bucket. Je vais justement demander, AS3, c'est notre service de stockage objet, pour ceux qui ne connaissent pas. Et hop, je m'arrête là. C'est là où je vais choisir la même chose, KMS. Et je vais lui dire avec
Demo Submit que je viens de créer. Voilà, tout simplement. Je viens de choisir ma clé de chiffrement associée à mon bucket AS3. Et à partir de là, toutes les données que je vais stocker sur AS3 seront chiffrées. Okay. On va le voir d'ailleurs, on va revenir sur les propriétés de AS3, enfin de notre bucket que je viens de créer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre des règles sur IAM, quand il s'agit par exemple de AS3, pour imposer que le bucket AS3 soit chiffré. C'est que les personnes qui créent le bucket AS3, s'ils n'ont pas dit « je chiffre la donnée », si je ne chiffre pas le bucket, bah, le bucket ne sera pas créé, il y aura une erreur. Donc vous pouvez imposer à vos utilisateurs de chiffrer à chaque fois qu'ils créent leur bucket AS3 d'une manière, on va dire, chiffrée. Voilà. Donc là, c'est important que vous le fassiez. L'idée, c'est l'accès au chiffrement, aux primitifs de chiffrement et aux services de chiffrement est facile, il faut le faire et c'est ce qu'on recommande à nos clients. Donc là, ce que je viens de faire comme démo, c'est la partie côté serveur. Ce que je vais faire maintenant, c'est côté client. J'espère que vous arrivez à voir derrière, parce que j'ai zoomé un peu quand j'ai fait les démos. Donc là, ce que je fais, d'abord, j'ai créé juste un fichier texte où j'ai mis AWS Summit Paris, on chiffrait tout, vraiment tout. Ensuite, la deuxième ligne de commande, je vais générer la data key. Donc AWS génère la data key. Donc là, j'utilise la CLE AWS, donc avec le SDK AWS qui est derrière. Donc là, je vais lui demander de me générer une clé avec KMS. C'est une clé AES 256. Il va me restituer ça. Ce que vous voyez ici, il va faire deux choses. La première, il va me donner la clé qui est non chiffrée en clair, que je viens de copier en base 64, que je vais décoder pour pouvoir l'utiliser par la suite. Et il me donne en haut, le Cyphertext Blog, la clé, la data key chiffrée. Donc il me donne et la data key chiffrée et la data key non chiffrée. D'accord ? Parce que j'ai besoin de la data key non chiffrée pour chiffrer ma donnée. Okay. Donc là, je vais faire la même chose pour la data key qui est chiffrée que vous voyez en haut, qui est en base 64. Donc je vais la décoder et je vais la stocker dans un fichier que j'appelle data key secrète, encrypted. Donc du coup, je vais l'utiliser par la suite. Voilà. Donc je viens de récupérer mes data keys et mon encrypted data key. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chiffrer le fichier texte que j'ai généré en haut avec OpenSSL, avec la data key, en utilisant la data key que vous voyez ici. Donc voilà, à la fin, j'ai quoi? J'ai 4 fichiers, le data key chiffré et non chiffré, mon exemple initial qui est en clair et l'exemple qui est chiffré. D'accord? Voilà, bon là je vous montre un peu le secret qui est chiffré, mais bon ça va être illisible, donc c'est juste pour dire voilà, on a chiffré la donnée, donc là elle est chiffrée. Et là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer ma data key qui est en clair, parce que je ne veux pas l'avoir en clair. J'ai chiffré ma donnée, et je ne veux pas que, bien sûr, la data key reste en clair. Donc là je vais supprimer la data key, et après ce que je vais faire d'ailleurs, vous allez voir, je vais changer de forme parce que je voulais faire sur une instance OC2. Maintenant, je vais importer importer la donnée chiffrée et la data key chiffrée sur une instance OC2 que j'ai démarrée sur AWS. Rappelez-vous, dans les schémas d'architecture, on a dit on chiffre en prémisse et hop, on stocke sur AWS. Donc là, ce que j'ai fait, j'étais un petit peu rapide, j'espère que je peux revenir un peu en arrière. Alors, hop. Voilà, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé SCP pour copier d'une manière sécurisée, c'est ce qu'on vous recommandera de faire, et la data key, et bien sûr la data key chiffrée et la donnée chiffrée sur une instance OC2 qui est sur AWS. Et là, je vais faire quoi? Je me suis connecté bien sûr sur l'instance OC2 et je vais faire l'inverse. Maintenant, je vais demander à KMS de me déchiffrer la data key parce que j'ai besoin de récupérer ma clé non chiffrée et de récupérer mes données par la suite. Donc là, je vais faire la même chose parce qu'il va me rendre, là vous voyez, j'ai mis le paramètre qui était la data key chiffrée, il me rend le même, la data key non chiffrée. Je fais la même chose, donc en base 64, je vais le décoder et à la fin, j'ai bien fait les choses parce que j'ai filmé la démo. Je dois avoir le message que j'ai initié au départ. Et donc là, je vais utiliser toujours du OpenSSL pour déchiffrer ma donnée sur l'instance OC2. Vous voyez, je l'ai chiffré, on va dire en prémisse, sur mon serveur. Et après, j'ai exporté la donnée, je vais la récupérer directement dans Chiffré. Voilà, à partir de là, on a AWS Summit de Paris, et si on chiffrait tout, vraiment tout.
Voilà. Donc, du coup, l'idée, on a utilisé rapidement du KMS, du chiffrement-déchiffrement, que vous pouvez utiliser d'ailleurs sur vos applications à vous. Hein. Donc, on a vu comment le faire sur des instances OC2, on a vu comment le faire sur du S3, vous pouvez le faire sur des SQS, sur du SNS, sur du Kinesis. Tous les services qui peuvent stocker de la donnée sur AWS, on peut choisir avec KMS la clé qui peut nous servir à chiffrer. Donc là, il n'y a pas d'excuse pour utiliser les clés de chiffrement sur AWS et d'utiliser le chiffrement. Et c'est la recommandation forte qu'on vous propose sur AWS. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc là, il va rejouer. Donc là, on a vu le chiffrement en transit avec l'UTLS, avec ACM, où on peut générer les certificats, où on peut les faire le provisionnement de rotation sur ACM. On a vu le chiffrement en transit, au repos avec KMS ou Cloud HSM. On peut l'auditer, on a dit, on peut créer des règles. Donc l'idée, c'est de faire du list privilège quand il s'agit de protection de données. Et justement, c'est ce qui fait la transition par rapport à ce que je vais faire en bonus par rapport à ce qu'on vient de dire dans notre session. Là, le chiffrement qu'on vient de voir, c'est juste un mécanisme de protection de données. Ce n'est pas le seul mécanisme de protection de données. Il y a d'autres mécanismes. Ce que je vous proposerai dans les 9 minutes qui restent, c'est de voir d'autres principes de protection de données. Le premier que je viens de citer justement, c'est l'accès aux données avec le moins de privilèges. C'est de donner le moins de privilèges pour accéder à une ressource. C'est une recommandation universelle. Hein. Ce n'est pas que AWS qui le dit, mais sur AWS, on maintient ça et on vous facilite le fait de le faire. Donc, accéder à la donnée avec le moins de privilèges possible, donc c'est-à-dire définir des autorisations tant que possible qui correspondent aux actions qu'on va mettre par la suite. On l'a dit au début de la session, tout ce qu'on fait sur AWS, c'est des API. Okay, les API, c'est des actions. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre des actions qui correspondent aux privilèges que vous voulez donner à cette personne-là et bien sûr de lui donner plus de choses s'il doit faire quelque chose de plus sur AWS. Donc là, si on parle d'un deuxième principe, c'est quelque chose aussi que vous connaissez, confidentialité, intégrité et disponibilité. Quand il s'agit de la donnée, c'est ce qu'on veut avoir. Parfois, on ajoute l'auditabilité ou autre, mais l'idée, c'est d'avoir ces principes de protection de données sur AWS. Donc ça, c'est deux principes. Il y en a d'autres, hein, mais c'est deux principes qu'on a choisi de montrer aujourd'hui. Comment on peut répondre à ça? On va essayer de le faire sur plusieurs couches. D'abord, on va revenir sur le list privilège. Alors, pour ceux qui veulent faire du list privilège, Identity Access Management, AWS IAM, est un service puissant qui vous permet de le faire. C'est le premier service que vous allez retrouver sur AWS que vous allez utiliser. Alors, IAM, il va servir à faire quoi? Il va servir d'abord à gérer les identités. D'accord? Donc, il va gérer les utilisateurs. Ça doit être des utilisateurs, des groupes ou des rôles qui sont des entités logiques que je vous invite à utiliser. Ou bien à faire de la fédération d'identité. Si vous avez déjà un référentiel d'utilisateurs en interne chez vous en premise, par exemple un Active Directory ou autre, par exemple de faire de la DFS. Vous pouvez le faire sur IAM, vous pouvez faire de la fédération d'identité directement sur IAM. IAM vous permet de gérer les API, donc les actions, on parle de liste privilège, donc c'est via IAM que vous allez pouvoir le faire, définir les actions que vous allez donner. Les ressources sur lesquelles vous voulez définir ces actions-là. Donc on veut appliquer, par exemple, telle personne, tout à l'heure on parlait de gestion de clés, quelle est la personne qui va gérer la clé, quelle est la personne qui va l'utiliser pour faire du chiffrement, peut-être il y aura une deuxième ou troisième personne, un troisième rôle qui va l'utiliser pour faire du déchiffrement. C'est exactement ce qu'on veut dire par ça. Et on peut appliquer des conditions. Alors des conditions de type, je veux que les personnes démarrent des instances qu'à Paris. Je ne veux pas qu'ils utilisent d'autres régions AWS. On a 20 régions dans le monde. On peut appliquer une condition pour dire seule la région de Paris peut être utilisée pour démarrer, pour utiliser des ressources AWS. Seules les personnes qui arrivent avec telle adresse IP peuvent utiliser les ressources AWS. Seules les instances, on a plusieurs types d'instances. Je ne veux pas qu'ils démarrent des instances qui soient grosses. Par exemple, les X1 où on a des 128 vCPU, 4 Tera de mémoire, je ne veux pas qu'ils les démarrent. Je veux qu'ils démarrent que des instances qui correspondent à ce qu'ils veulent faire. Ces conditions-là, on peut les mettre sur IAM et d'une telle sorte à ce que les personnes ne puissent pas démarrer ou utiliser des ressources sur AWS auxquelles ils n'ont pas le droit. Okay. Donc IAM vous permet justement de faire le moins de privilèges. Et si vous voulez avoir plus de privilèges à donner à vos utilisateurs, ce qui est intéressant de faire, c'est de le faire via des rôles. Donc vous leur donnez des rôles, ils assument des rôles, c'est une casquette qu'ils vont prendre avec des droits qu'ils vont utiliser. Et ils peuvent le faire d'une manière temporaire ou permanente. Ils ont des droits au minimum. Et à partir de là, s'ils veulent faire plus, on leur donne un rôle, ils vont l'assumer. Donc ils vont le prendre, ils vont l'utiliser. Ça leur permettra de faire leur fonction. Et une fois qu'ils l'ont fait, on le retire. Ou bien il était déjà temporaire et dans ce cas-là, ils ne peuvent plus l'utiliser. Okay. Donc ça, c'est
la première couche qu'on va utiliser. La deuxième couche, c'est de protéger les données là où elles se trouvent. Alors, il y a plusieurs types de stockage de données sur AWS. On peut parler, par exemple, ici, de services de base de données ou d'analytics. Par exemple, RDS, Relational Database Services, qui vous permet de gérer. C'est un service managé par AWS pour gérer de l'Oracle, du SQL Server, du PostgreSQL, du MySQL. Ça vous permet de gérer du MariaDB aussi, de l'Aurora. C'est des services de base de données qui sont gérés par AWS. Donc, c'est des services de stockage. On a du DynamoDB pour la partie NoSQL, EMR pour du Hadoop Manager, Redshift pour des Data Warehouse Path. Vous avez des services qui vous permettent de stocker les données. Donc là, l'idée, c'est chiffrer la donnée sur ces services. C'est possible de le faire. C'est un des premiers mécanismes de protection de données qu'on a vu. Et deux, d'appliquer des policies, de la gouvernance sur la gestion et sur les services lui-même. Alors comment on va pouvoir le faire? On va avoir un contrôle d'accès sur la ressource et sur la donnée elle-même. D'abord, on va gérer les actions via IAM, c'est ce qu'on vient de dire, c'est un rappel. On va faire des snapshots, on va faire des backups sur chacun des services. Et on va appliquer des politiques de backup. Une politique de backup, un exemple, c'est de la copier sur une deuxième région AWS. Si vous souhaitez avoir de la durabilité, de la disponibilité sur une deuxième région. Parce que sur une région AWS, vous êtes déjà sur 3 zones de disponibilité, les backups sont protégés, on peut avoir du DR, on peut avoir du PRA sur une région AWS. Mais si vous souhaitez augmenter votre SLA, si vous souhaitez augmenter et accéder à la donnée, on peut la copier sur une deuxième région. Okay? Donc ça, c'est pour augmenter. Ça dépend du nombre de SLA que vous voulez atteindre. On peut conserver sur des comptes séparés. L'idée, c'est quoi? C'est un pattern, c'est un design qu'on peut proposer à nos clients pour protéger leurs données. Ils prennent un backup sur un premier compte, ils prennent un backup d'une base de données, et après, ils la copient sur un deuxième compte. Et sur le deuxième compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des politiques AM différentes. Donc, ils vont utiliser des MFA, par exemple, des MFA qui leur permettent de protéger la donnée. C'est des MFA qui seront gérés sur ce compte et à part ce compte-là, et avec des droits au minimum. D'accord? Donc, à partir de là, vous allez avoir votre backup sur le compte principal et votre backup sur le compte secondaire. Et les personnes qui accèdent au premier compte ne seront pas les mêmes qui accèdent au deuxième compte. Donc, vous avez fait une séparation de duties et vous avez fait du moins de privilèges sur le deuxième compte. Donc, c'est un pattern qu'on peut avoir pour protéger vos backups sur AWS. Et on applique bien sûr des règles d'IAM à faire. Bien sûr, le dernier, c'est comment on y accède. Sur sur MySQL et PostgreSQL, on a la possibilité maintenant d'utiliser les identifiants IAM pour accéder à la base de données. D'accord? Pour accéder à la base de données, pour pouvoir l'utiliser directement. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la partie données de stockage sur AWS, sur les services de stockage objets, S3, Glacier, Elastic File System, Elastic Block Store. Là aussi, on peut avoir, et là, je vais prendre la deuxième partie, qui est la protection de données avec la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Donc là, sur AS3, on a plusieurs mécanismes pour pouvoir le faire. Déjà, on peut utiliser IAM ou les ressources policy pour protéger qui accède à la donnée. D'accord? Et on peut faire du chiffrement sur AS3, on l'a vu. La disponibilité, vous avez, on l'a dit, on peut faire de la réplication interrégion pour augmenter la SLA. Mais les données sont déjà disponibles et on a des SLA à 99,99 pour la disponibilité de AS3 sur une région. D'accord? Il y a l'intégrité. L'intégrité est automatique sur le service de stockage AS3. Et d'ailleurs, c'est le cas si je prends les deux suivants, EBS et EFS. L'intégrité, donc vous mettez une donnée sur AS3 ou EBS ou EFS, on calcule l'intégrité, on maintient l'intégrité pour vous automatiquement. Okay. Vous pouvez par exemple, quand il s'agit de AS3, vous pouvez mettre dans les headers, quand vous faites un input d'un objet, vous pouvez mettre la signature, un initiateur MD5 qui peut être utilisé aussi pour vérifier que la donnée n'a pas été altérée quand elle a été envoyée sur AS3. Ça, on peut le faire avec, par exemple, AS3. En tout cas, la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité sont incluses dans chacun des services et on a des mécanismes que vous pouvez voir ici pour protéger les données dans chaque support de stockage sur AWS. Donc l'idée, c'est de les protéger là où elles seront stockées. Alors je finis par la dernière couche qui est la partie identification. Et là, j'en profite pour revenir en arrière sur la partie chiffrement. On a commencé avec le chiffrement et on va finir avec le chiffrement pour la protection de données. AWS Secret Manager, c'est un besoin aussi de nos clients. On commence toujours par les besoins de clients pour protéger leurs secrets, leur username, leur password, surtout leur password bien sûr, la partie clé, les clés API qu'ils vont utiliser sur AWS. Si vous démarrez une base de données RDS, vous allez avoir besoin de l'administrateur, il a besoin d'un username password. La question qui se pose toujours, où est-ce que je vais stocker ces username password, surtout password, d'une manière sécurisée.
hein, pour que les développeurs, pour que les administrateurs puissent y accéder. Ils doivent y accéder pour maintenir les bases de données, mais je ne veux pas les stocker en clair. Secret Manager vous permet de le faire d'une manière sécurisée. On va chiffrer les données et on va les utiliser directement sur ces services-là. Quelques avantages que vous voyez ici de Service Manager. Premièrement, c'est le fait qu'on fasse de la rotation sécurisée sur AWS. Donc là, vous n'avez pas besoin de générer d'ailleurs de password. On peut les générer pour vous avec des longueurs qui correspondent avec des chiffres, avec des lettres, avec des caractères alphanumériques. Donc on va les générer pour vous, on va l'utiliser, ils vont être chiffrés sur Secret Manager. Quand vous démarrez une base de données RDS, vous pouvez dire « je veux utiliser ce Secret Manager, ce secret-là », il va être utilisé sur cette base de données et on va faire de la rotation selon des règles que vous pouvez mettre en place pour justement garder ces secrets-là déjà chiffrés et pouvoir les utiliser d'une manière simple sur RDS. S'il y a un service qui n'est pas intégré à CM nativement, on peut le faire avec Lambda. On peut l'étendre avec Lambda. Lambda peut accéder à votre service ACM et à Secret Manager et l'utiliser derrière. Voilà, Secret Manager, il vous permet justement de pouvoir garder vos secrets d'une manière chiffrée et sécurisée, et on peut avoir accès à des logs et on peut le monitorer pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre Secret Manager. Voilà les 3 couches de protection de données plus le chiffrement qu'on a vu sur AWS. Là, j'espère qu'une fois que vous sortez d'ici, vous avez tous chiffré vos données sur AWS. Vous avez vu que c'est simple, que ça répond au standard AWS, et que vous allez faire une autre chose, c'est-à-dire noter la session, parce que c'est très important pour nous d'avoir votre retour sur AWS. Merci à tous et bonne journée.